Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier collectif de la FCM. On est très content de collaborer avec notre partenaire Moneris. Je m'appelle David Cooper et je vais être l'animateur aujourd'hui pour la prochaine heure. J'aimerais commencer en reconnaissant que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel de la nation algonquine Anishinaabe. Sa présence sur le territoire, c'est une nation qui est là depuis les temps immémoriaux. Nous bâtissons des relations pour honorer un partenariat avec eux et nous essayons de le faire partout au pays. Avant de commencer aujourd'hui, j'ai quelques points de logistique à vous mentionner. La session est disponible avec de la traduction simultanée. Pour participer en français, vous devez tout simplement cliquer sur l'icône en forme de globe et choisir la langue de votre préférence. Nous avons 4 panélistes que je vais vous présenter dans quelques instants. Je vais vous poser des questions pendant la session et partager mon point de vue aussi. S'il vous plaît, clavardez vos questions dans la boîte de discussion. Notez que la session est enregistrée et sera disponible sur le site web de la FCM. Alors, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour cette discussion très importante. Comme leaders municipaux, vous savez que les rues principales et les noyaux urbains sont très importants pour nos collectivités. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui marche, les idées pour revitaliser les centres-villes après la pandémie, peut-être un peu d'informations sur moi-même. Je travaille dans le milieu du transport depuis 18 ans, depuis 15 ans au secteur public, la ville de Calgary, la ville de Toronto comme planificateur de transport qui aide à former, à développer nos villes, surtout du côté du transport et le transport en commun. Il faut avoir plus de données pour comprendre l'impact de notre travail dans nos communautés. Et ce qui est très intéressant dans la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs facteurs en fait. Un des projets les plus importants dans lequel j'ai participé, c'est le King Street Pilot, le projet pilote à Toronto, au plein centre-ville de Toronto. Dans le cœur économique de notre pays, il y avait un problème. C'était que le service de tramway sur lequel dépendaient 65 000 personnes par jour était tellement lent, on pouvait marcher plus vite que les tramways. Donc, il y a eu un grand effort du TTC de la ville de Toronto, de personnes comme moi-même, pour créer un service fiable et efficace. Une partie très importante de ce projet est de revoir cette rue-là, la rue King à Toronto, qui ne fonctionnait pas comme on aurait aimé. C'était la création du projet pilote de la rue King. Nous avons abordé des façons d'améliorer la mobilité sur la rue et aussi promouvoir les entreprises. Le projet pilote maintenant est devenu permanent. Il y a 15 000 nouveaux utilisateurs du système de transport en commun sur cette rue-là. On a suffisamment de tramways qui avancent maintenant rapidement et c'est du travail très intéressant qui a été fait avec Moneris. Au cours du projet d'un an, nous avons vu une réduction euh, de 0,8 surtout dans le secteur des restaurants, mais ça, c'était un secteur qui voyait un déclin de toute façon dans les transactions. Il y a eu beaucoup de redéveloppement dans le quartier. Donc, même avoir les données pour répondre à cette question était très puissant, très important pour pouvoir justifier ce programme. L'autre partie est ce qui m'intéresse personnellement parce que j'ai travaillé avec Transport Canada et en regardant comment les villes, les municipalités tirent profit des données pour améliorer leur communauté. Il y a toute une richesse de données
du côté municipal, mais aussi travailler, collaborer avec les tierces parties, la communauté des affaires, comment en fait faire développer nos communautés. Donc, on va poursuivre tout de suite. Je vous présente nos quatre panélistes qui viennent de différents secteurs. Ça va être une discussion très intéressante aujourd'hui. Notre premier panéliste est Sean McCormick, chef de la stratégie de croissance à Spenscape à Moneris. Il est un expert en données sur les dépenses de consommation. Sean a rejoint Moneris en 2015 et le chef de la stratégie de croissance de Spenscape, une entreprise de Moneris qui permet aux organisations des secteurs privés et publics d'utiliser les données de paiement pour améliorer leur capacité de prévision, acquérir de nouveaux clients et éclairer les décisions politiques. Ensuite, on a Tom Gervin de la ville d'Edmonton, directeur du Downtown Vibrancy and Safe City, planification urbaine et économique. Donc, il travaille beaucoup dans la revitalisation du centre-ville d'Edmonton. Moi aussi, je viens d'Edmonton, donc je suis très content qu'on a quelqu'un d'autre d'Edmonton sur le panel. Nous avons Kay Matthews, directeur exécutif Association des zones d'amélioration commerciale de l'Ontario, qui représente 300 de ces organisations en Ontario depuis 20 ans. Il travaille dans la gestion de ces associations-là. Donc, Kay va pouvoir nous parler de quelles sont les synergies, les différences, comment tirer profit et bâtir les liens entre les rues principales. Il a travaillé dans le domaine culturel et des arts à Mississauga, entre autres. Et nous avons ensuite Nelson Rogers, consultant principal à Community Ingenuity. C'est un chercheur en développement communautaire. Il travaille sur les innovations en contexte rural. Et il gère un programme de renforcement des capacités et gestion de données. Donc, j'aimerais remercier tous nos panélistes d'être ici aujourd'hui. C'est un très bel mélange du secteur privé, secteur public, secteur universitaire, du contexte urbain et du contexte rural un peu partout au pays. Donc, je vais commencer avec une première question et faire le tour de la table avec cette question-là. Comment voyez-vous le lien entre l'exploitation des données et le développement de programmes dans votre travail de soutien aux rues principales et à la reprise du centre-ville? Merci, David, et merci à la FCM de m'inviter à participer à ce panel. C'est une question très intéressante et je pense que la COVID a mis en lumière ces enjeux-là. Il y a beaucoup de données sur les communautés et les collectivités entières, mais quand on parle de la géographie des rues principales, il n'y a pas eu beaucoup de données qui met l'emphase, qui parlent spécifiquement du travail fait sur les rues principales. Donc, ça nous a poussé à réaliser un rêve dont je vais vous parler dans quelques instants. Il a fallu qu'on tire profit de différentes données, qu'on puise dans différentes sources de données. Et il y a beaucoup de données qui existent. C'est juste savoir comment ces données peuvent être utilisées. C'est souvent ça qui est le défi, le plus grand défi. Comme organisation à but non lucratif, c'est aussi très cher pour nous d'avoir accès à ces données-là. Donc, il a fallu qu'on pense, qu'on réfléchisse différemment pendant la COVID et pendant la crise sanitaire dans laquelle que nous continuons de vivre. Comment tirer profit, comment exploiter les données. On a travaillé avec le ministère des Affaires rurales. On a une subvention pour faire une étude sur le mouvement des gens qui travaillent chez eux dans leur maison ou maintenant sont rentrés au bureau, travaillent dans leur communauté, dans leur collectivité. Et comment, si vous allez déménager votre entreprise du centre-ville de Toronto à une autre région, est-ce que vous aimeriez aller? C'était une étude très intéressante qu'on a fait en 2021. J'ai créé notre site web. Je l'ai mis dans la boîte de discussion. Vous pouvez aller voir nos projets là. Une des choses importantes que nous avons fait dans l'absence des données,
sur les rues principales. C'était tout de suite quand la crise a commencé, la crise sanitaire a commencé. Nous avons nous avons rassemblé les BIA, les associations euh, des zones d'amélioration commerciale de l'Ontario, de partout dans la province, les 300, pour parler de leurs défis, comment ils s'adressent à ces défis-là, quelles sont les solutions qu'ils mettent de l'avant, qui mettent en œuvre. Et notre association a un très fort mandat et c'est basé sur le R&D, c'est-à-dire répéter et dupliquer. Voilà, répéter et copier. Euh, les gens sont très contents de partager leurs meilleures pratiques, qu'est-ce qui fonctionne très bien. Donc, dupliquer et j'espère que ça va continuer dans le, l'avenir. Nos rues principales sont devenues le le cœur de tout ce qui est arrivé à l'extérieur des hôpitaux. Les entreprises étaient fermées, surtout en Ontario. Je ne peux pas parler pour le reste du Canada. Il y a eu bien sûr les grands magasins qui ont pu ouvrir, mais pas les petites entreprises. Donc, il y a eu aussi l'effet sur le vente au détail, mais aussi tous les professionnels, nos avocats, nos comptables qui ne pouvaient pas atteindre leurs clients non plus. Donc, dans cette discussion hebdomadaire qui continue jusqu'à aujourd'hui, ça a été une façon de vraiment exploiter l'information et les données. Nous essayons encore de puiser, d'aller chercher d'autres données. On avait déjà commencé un projet avec la province de l'Ontario pour travailler sur les rues principales et on a pu euh, invité FedDev Ontario, l'Agence de développement économique de l'Ontario du gouvernement fédéral. Nous avons pu envoyer des subventions aux petites entreprises pour les permettre d'exploiter des technologies numériques. Ça les donne accès à beaucoup de données. Ça nous permet de voir quelles sont les tendances, comment les choses changent et comment nos entreprises s'adaptent à cette nouvelle réalité, à tous les changements auxquels ils font face. Bien sûr, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge, ils ne sont pas encore sortis du bois. Il y a encore beaucoup de défis, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels nous travaillons et c'est toujours l'enjeu d'aller chercher les données sur la rue principale ou le quartier central ou n'importe où travaille le BIA, l'association de zones commerciales. C'est très intéressant de voir comment vous vous soutenez, comment vous vous appuyez. C'était pareil dans notre projet. Nous avons vraiment l'impression que nous sommes tous ensemble au milieu de ce problème-là. Il faut s'entraider. Donc, je vais euh, demander aux autres de répondre à la question. Quelques points clés. Tom, la question, encore une fois, c'est comment voyez-vous le lien entre l'exploitation des données et le développement de programmes dans votre travail de soutien aux rues principales et à la reprise du centre-ville? Oui, merci beaucoup, David. J'apprécie énormément cette occasion d'être ici. Je reconnais que je me trouve sur le territoire traditionnel du traité 6. Les données sont très importantes à notre travail et le mandat de notre travail au centre-ville. Une des actions clés, c'est d'avoir des bonnes données et nous travaillons de façon continue pour renforcer ce volet-là. C'est difficile de faire au niveau communautaire, surtout dans les centres-villes, mais c'est au cœur de mon travail. Un des morceaux clés dans notre remise de la COVID, c'est déterminer où sont les opportunités pour le développement économique. Ça veut dire plusieurs choses. On a dépensé des millions de dollars pour revitaliser notre centre-ville, 5 millions de dollars en 2022. Et beaucoup de cet argent-là est allé à l'activation, comprendre où est le meilleur retour pour les investissements des dollars publics et comment soutenir la relance dans notre centre-ville. C'est au cœur de ce que nous voulons faire.
s'assurer qu'on tire profit, qu'on exploite les données pour savoir où sont les opportunités, pour aussi savoir quels sont les résultats, pouvoir mesurer ces résultats. Ça peut venir de différentes sources, bien sûr, mais je peux vous dire qu'ici à Edmonton, c'est difficile de travailler au niveau communautaire. Je veux dire, au niveau des quartiers, on est toujours ouvert à travailler avec les partenaires industriels, commerciaux du secteur privé pour aller chercher ces données-là et tirer parti de ces données pour améliorer notre relance et notre revitalisation du centre-ville. Merci, Tom. Je passe le micro maintenant à Sean. Peut-être de votre point de vue au secteur privé, comment est-ce que vous voyez votre rôle euh, pour exploiter les données euh, soutenir la réactivation, la revitalisation, mesurer l'activité économique avant, pendant et après un événement comme la pandémie, valider l'impact économique d'un événement ou d'un changement d'infrastructure. Moneris gère les paiements et les transactions jusqu'à 30 à 40 des entreprises. C'est une quantité énorme de données. Étant donné qu'on a tellement de données, on peut le séparer dans différents domaines. Les chaussures, l'épicerie, la quincaillerie. Quand une municipalité veut se pencher sur comment les Canadiens dépensent, nous sommes une source très importante de ces données parce que nous travaillons avec toutes les cartes de crédit, cartes débit, et donc nous pouvons vraiment mesurer le pouls. C'est très simple, en fait. On dessine une ligne autour d'une certaine région géographique et on met les données dans différents seaux en mesurant les tendances à travers le temps. Donc, nous soutenons beaucoup de municipalités de cette façon-là. Et ensuite, dans les dernières années, ce qu'on a vu avec beaucoup de municipalités, beaucoup de gouvernements, et beaucoup d'organisations comme les BIA. C'est une question de situation géographique. Nous savons pas seulement d'où viennent les gens pour faire leurs achats, pour magasiner, mais nous connaissons aussi les catégories dans lesquelles ils dépensent. Nos transactions sont réelles et en temps réel et nous aimons beaucoup soutenir les municipalités avec ce genre de données. Ça aide l'Institut urbain de l'Ontario à distribuer des subventions pendant la pandémie et après la pandémie à différentes rues principales partout en Ontario qui ont été les plus durement frappées. Donc, ils ont utilisé nos données pour regarder comment chacune de ces municipalités performe, comment ça va dans ces rues principales avant la pandémie, pendant, au milieu de la pandémie et après, ils ont dû, parce qu'ils ont reçu des milliers de soumissions, ils avaient une quantité fixe d'argent à distribuer. Donc, on a pu les aider avec des données, on a pu soutenir leur prise de décision par rapport à la distribution des subventions. Là, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de formules et de façons de calculer des gouvernements. Et c'est très intéressant d'entendre votre point de vue, Sean. Merci, Nelson. Vous pouvez, en fait, vous travaillez comme consultant auprès des communautés en partageant des données et en les aidant avec leur développement. Comment est-ce que vous faites ce travail-là? Comment est-ce que vous utilisez les données dans vos conseils, vos avis politiques? En fait, les municipalités rurales avec lesquelles je travaille font face aux mêmes enjeux que Kay a mentionné dans les grandes villes. Dans les petites et moyennes villes, souvent, les communautés avec lesquelles je travaille euh, sont très loin des grandes villes, euh, mais il y a les mêmes enjeux au niveau des données. Donc, il y a plusieurs choses très intéressantes qui se font en ce moment. Je suis impliqué avec un projet national en ce moment avec le Conseil des normes du Canada
et le groupe CSA pour développer une norme nationale pour l'évaluation du bien-être communautaire des petites villes et des villes rurales. Je sais qu'aujourd'hui, on parle surtout de bien-être économique, mais il faut comprendre cela dans le contexte du bien-être social et environnemental. Je vais vous parler brièvement d'un projet sur lequel je travaille. Euh, je travaille comme consultant pour créer un nouveau tableau de bord. Je sais que il y a beaucoup de projets de données partout au Canada qui vont au-delà du simple fournir les données. J'aime souvent dire qu'il faut transformer les données à de l'action. Et c'est là que je travaille. Alors, on a l'Université Memorial à Terre-Neuve avec le système Community Accounts, ce compte communautaire. Et une version de ce projet-là a été adaptée par l'Institut des politiques du Nord en Ontario. Il y a le réseau des collectivités rurales aussi qui travaille là-dessus et des choses très intéressantes qui se font à, à, à l'Université de Victoria ou, pardon, l'Université de l'île de Vancouver à Nanaimo. Je sais qu'il y a beaucoup de projets, j'oublie, j'ignore certains, mais il y en a plusieurs au Manitoba, l'Institut de développement rural à Brandon. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout d'un projet en Ontario, mais je suis conscient du fait qu'il y a des projets un peu partout pour s'adresser à la disponibilité des données. Et les clients avec lesquels je travaille me disent, il y a trop de données, je ne sais pas comment l'analyser. Il faut que je trouve la tranche des données qui va être utile puis qui va répondre à une question précise, qui va me permettre de tirer profit d'une opportunité qui m'est présentée. Alors, je suis très content d'être ici. Je suis content de travailler comme conseiller sur ce projet de tableau de bord et je pense que c'est le genre de projet qui peut rendre plus utile les données. Oui, merci beaucoup. Ces collaborations sont très intéressantes. Vous avez raison. Et des fois, ça peut nous dépasser la quantité de données qu'on reçoit dans une journée. Je vais passer maintenant à une discussion spécifique avec des questions spécifiques sur des thèmes précis. Comment convaincre les gens à revenir dans nos centres-villes. Donc, on va commencer avec Kay, 3 minutes par question. Il y aura un temps à la fin pour des questions du public. Donc, cette question est pour Kay. Le rôle de nos rues principales a changé depuis même avant la pandémie. Nous avons maintenant des utilisations temporaires avec des patios, de nouveaux programmes, des patios, de nouveaux programmes de micromobilité, par exemple vélo et scooters électroniques, des rues ouvertes, la gestion des trottoirs et plus encore. Quelles données économiques utilisez-vous pour évaluer l'impact et les opportunités commerciales des changements dans les rues de nos centres-villes et de nos rues principales? Désolé, Kay, vous êtes en mode sourdine. Oui, pour renforcer ce que Nelson a dit et ensuite je répondrai à votre question. Les données dont on a besoin, c'est sur les questions sociales actuelles qui sont un défi pour les rues principales et comment ça a un impact négatif sur l'économie. J'entends de plus en plus parler, quand je parle de nos rues principales, c'est vraiment le centre, le cœur de tous nos euh, problèmes. Quel est l'impact euh, de l'insécurité? Les gens ne veulent pas venir à nos rues principales parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, la sécurité publique est très importante. Peut-être les données de Moneris peuvent nous aider, mais ça va au-delà. Donc, voilà, je veux revenir à ce qu'on fait avec le gouvernement de l'Ontario en 2017. On a créé des indicateurs pour mesurer le succès d'une rue principale. Quels sont les composants principaux de ce succès-là? On n'a pas pu avancer davantage parce qu'on a une organisation à but non lucratif. On peut en fait, avoir accès aux données, c'est un grand défi, c'est très cher.
Ça coûte beaucoup, donc c'est devenu vraiment un défi, un obstacle pour nous. Mais ce qu'on a décidé de faire éventuellement, l'année dernière, on a commencé à créer un projet qui s'appelle Main Street RM et analytique. Et même si on n'a pas les données exactes en ce moment sur les impacts économiques, nous sommes en train de tester, d'évaluer un peu partout dans la province avec les directoires, les propriétaires d'entreprises. Vous savez que les BIA en Ontario euh, sont des entreprises. C'est pas comme en Alberta où c'est seulement les entreprises. Donc, ces données-là vont faire le pont entre les deux. Qui est le propriétaire? Qui sont les entreprises dans la province? Et ça va permettre à notre association de faire des rapports pour savoir quelles sont les vacances, combien d'employés, quelles sont les données au niveau des ventes. On va pouvoir utiliser toutes ces données-là pour offrir cette information aux agents de développement économique des municipalités. C'est une question d'avoir accès aux données qu'on peut utiliser pour démontrer qu'on fait une réelle différence. L'entrepreneuriat commence là où il y a de l'innovation. Si quelqu'un veut partir à une entreprise, ils vont le faire sur une rue principale d'abord parce que cette rue-là est ouverte, parce qu'on on les accueille chaudement. Donc, on a ressenti vraiment cette manque de données et donc, au BI, on a décidé de le faire nous-mêmes et on le fait avec le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. On est en train de lancer ce nouveau projet qu'on a créé pour l'utilisation des BIA. Ça va permettre à OBIA de faire ses rapports au niveau provincial. Ça sera très important. Donc, nous prenons tout le travail que nous faisons, le projet ROIA, le projet rue principale numérique, euh, Rue principale numérique nous donne des données sur les tendances technologiques, où s'en va, où s'en vont ces tendances-là, où la province devrait investir, quelles sont les priorités d'investissement. Nous savons que les BI embellissent ces régions-là en ajoutant des terrasses, des beaux, comment en données économiques pour prouver que ça marche. La meilleure façon, souvent, c'est de revenir à partager les idées, les meilleures pratiques avec d'autres communautés. On veut que d'autres communautés nous piquent, nous volent nos idées. On veut partager ces idées. Donc, on va vous revenir sur comment notre projet va mieux informer le travail des bureaux de développement économique communautaire et à tous les niveaux, au niveau municipal, provincial et fédéral. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et ce que vous avez dit, dans l'absence des données, vous allez créer votre propre programme pour aller chercher ces données-là parce qu'il y a tellement de pression. Il faut comprendre les impacts, les influences dans les rues principales. Et ensuite, en ce qui concerne le transport en commun, je l'entends de beaucoup d'agences, ce sont les enjeux sociaux. C'est pareil. Euh, c'est presque pareil. Donc, il y aurait des opportunités très intéressantes. Je passe le micro maintenant à Tom pour la prochaine question. Donc, il y a eu beaucoup de discussions et d'efforts pour convertir les espaces de bureaux des centres-villes en espaces résidentiels, commerciaux et récréatifs. Euh, Comment les données sur l'activité économique peuvent-elles contribuer à ces efforts? On aimerait votre point de vue sur cette question-là des conversions. C'est sûr que c'est un thème chaud, un thème très important. Dans n'importe quelle grande ville au Canada, il y a des, euh, des bâtiments vacants, des bâtiments vides où il y a des espaces qu'on pourrait convertir.
Nous ne sommes pas comme d'autres municipalités en Amérique du Nord. Il y a des opportunités chez nous, mais la rapidité des conversions, je sais qu'à Calgary, ils ont mis l'emphase davantage sur la conversion des bureaux. Il y a plus d'activités d'un point de vue des données. C'est le secteur privé qui fait avancer ce dossier-là. La population au centre-ville d'Edmonton est de 15 000 personnes et nous voulons l'augmenter. Donc, nous avons bien sûr l'opportunité de croître. Nous allons être dans un futur pas très lointain, une ville de 2 millions de personnes. Donc, les conversions des bâtiments de bureaux en centres récréatifs, en logement, il y a un projet de 22 millions de dollars pour soutenir ces conversions-là. Mais il y a toujours la question de la demande. Tout simplement convertir ces espaces-là, est-ce que ça créera des problèmes? Est-ce qu'on aura une manque d'espace pour des bureaux dans l'avenir si on convertit trop d'espace? Donc, il faut faire attention. Mais donc, est-ce que notre balle de cristal, notre boule de cristal est claire? Ce qu'on a vu à Edmonton en ce qui concerne les taux d'inoccupation, les immeubles de bureaux vacants. On a vu beaucoup de bureaux de classe A, de catégorie A. Il y a eu énormément d'investissements au centre-ville et c'est les bâtiments plus vieux, plus vétustes sont un défi plus grand. Il y a un taux d'inoccupation plus élevé. Et je sais que ces propriétaires sont en train d'explorer des opportunités pour les convertir, soit en meilleurs espaces de bureaux ou pour d'autres utilisations. Je pense que ça va continuer d'être au cœur de ce que nous faisons, mais d'un point de vue des données, il faut comprendre quelle est la demande, pas nécessairement aujourd'hui ou demain, mais dans les prochains 5 à 10 ans. Ce n'est pas évident de prévoir et d'avoir une idée claire de ce qui aura lieu dans l'avenir. C'est ce qu'on voit aussi dans les données par rapport au transport et le transport en commun, le transport actif. Comment avoir ces données actuelles, courantes, pour faire le travail. Et ça nous mène très bien à la prochaine question pour Sean. Euh, le Canada a la croissance démographique la plus rapide du G7. Comment des entreprises telles que Moneris peuvent-elles soutenir les municipalités? Quelles sources de données sont actuellement disponibles? Existe-t-il des possibilités pour les municipalités rurales de se regrouper pour mettre en commun des données et des analyses économiques? Oui, merci. Vous savez que la population est en croissance et donc la demande est en croissance pour bâtir et même changer l'infrastructure actuelle, que ce soit, vous avez parlé du projet de train léger ou pardon, de tramway sur la rue King. Ça, c'est venu de la croissance du quartier Liberty Village. Des dizaines de milliers d'êtres humains ont décidé de déménager dans un quartier à Toronto et ça a créé un problème d'entreprise. C'est notre responsabilité de soutenir le centre-ville avec des travailleurs qui doivent venir au centre-ville pour faire marcher ces entreprises. Donc, c'est un changement d'infrastructure avec un tramway dédié et il fallait étudier cela. Donc, voilà, pour parler très globalement, comment est-ce que la municipalité et n'importe quelle organisation gouvernementale, petite ou grande, comment tirer parti des données, comment exploiter les données pour soutenir la population croissante? C'est toujours une question de recherche. Regardez tous les points, tous les données. Nous sommes un point de données à Moneris. C'est très fiable parce qu'on est présent dans tous les secteurs et dans les transactions crédit et débit. Quand je parle avec nos clients,
je l'ai dit souvent, pensez de façon holistique aux données. On ne vous recommande pas que vous utilisez seulement les données Moneris ou seulement les données sur la situation géographique, les lieux. Un seul source de données, c'est jamais une bonne idée parce qu'il y a des biais, il y a des préjugés inhérents à chaque source de données. Donc, comment soutenir les municipalités qui veulent mettre en œuvre des changements au niveau de l'infrastructure avec une population croissante. Et donc, comme chercheur, on compare nos données à d'autres données, d'autres sources de données. Euh, les feux, par exemple, un nouveau Costco qui arrive en ville, il y a des conséquences pour le trafic. Où est-ce que nous croyons que d'où est-ce que les consommateurs vont venir pour acheter à ce Costco-là ou à une autre grande chaîne dans les banlieues? Et qu'est-ce qu'ils vont acheter s'ils viennent à ce Costco-là? Et les données peuvent aider à répondre à cette question. Alors, il faut prendre des décisions par rapport à l'infrastructure et il faut valider, voilà, les résultats. Merci. J'apprécie cela comme planificateur dans le secteur du transport. Il faut puiser dans plusieurs sources de données. Les données de Moneris, ça a été très utile. Ça me rappelle une réunion auquel j'ai participé sur la rue King où on a présenté à tous les BIA et beaucoup des membres étaient des, euh, des employés, des directeurs dans les grandes banques au centre-ville, dans le secteur, dans le quartier financier de Toronto. Et ils nous mettaient une pression énorme pour résoudre ce problème-là et d'aller chercher les bonnes données pour pouvoir trouver des solutions concrètes. Voilà, alors avoir un cadre d'affaires et le valider avec des résultats, des données, euh, regarder les données après le projet pour analyser si le projet a fonctionné comme voulu ou s'il faut apporter des changements dans l'avenir. Donc, voilà, c'est toujours une question de valider et d'évaluer, de tester et de tirer des leçons apprises. Euh, voilà les rôles de la congestion du trafic. Quand on va au conseil municipal, il faut parler des résultats et les gens surveillent les sources de données. Je l'ai vu dans mon travail. Il faut avoir les bonnes données. On ne peut pas utiliser n'importe quoi. Je me tourne maintenant à Nelson pour la prochaine question. Nous avons aussi le temps pour vos questions du public. Alors, si vous avez une question, s'il vous plaît, mettez-le dans la boîte de discussion. On va essayer de répondre au plus grand nombre possible dans les prochaines minutes. Euh, donc, s'il vous plaît, mettez vos questions dans la boîte de discussion. Donc, la question pour Nelson. Quel genre de données est-ce que vous utilisez pour rédiger vos conseils, vos suggestions politiques et parlez-nous aussi de cela dans le contexte rural. Bon, ben moi, on m'a demandé de m'impliquer dans ce domaine-là. Je travaillais au niveau plutôt générique et global sur le développement économique rural et le personnel dans les municipalités et même des ONG, des organisations de la société civile me demandaient si j'avais accès aux données et je me vois comme un non-consultant, c'est-à-dire si je réussis mon coup, vous n'aurez pas besoin de moi après quand je quitte. Donc, j'essaie de renforcer les capacités de ces employés en milieu rural. C'est très important dans les municipalités, mais aussi dans les associations et les ONG pour qu'ils puissent tirer parti et exploiter les données. Ce qui a été soulevé souvent par les leaders communautaires quand on leur demande
quel est le profil démographique et économique de leur communauté. Souvent, le profil économique n'est plus à jour. C'est des données qui datent il y a 10 à 20 ans. Il y a eu des changements très intéressants au niveau économique euh, dans dans les régions rurales, mais aussi dans les régions urbaines. C'est pas une critique des gens ruraux. Au contraire, si on regarde les sondages d'Ipsos et qu'on compare aux données dans le recensement, les gens ne comprennent pas la réalité de notre pays, ne savent pas quels ont été les changements. L'autre affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de leaders communautaires qui ont une compréhension des différents groupes sociaux dans la communauté. Il y a des intérêts particuliers, bien sûr, mais en regardant les données de partout dans la communauté, ça peut aider à mettre à jour les points de vue des gens. euh, et dans le projet national sur lequel je travaille, ça inclut bien sûr le bien-être environnemental. Une partie de cela est venue euh, quand une communauté est frappée par une inondation, un feu, un incendie, un désastre ferroviaire. Comment analyser cela de façon efficace? Comment savoir si la communauté est revenue à un état de bien-être au niveau économique, au niveau environnemental? Et on essaie d'amener une certaine consistance. Donc, l'Institut de l'Ontario rural est en train d'évaluer, de faire un test avec des indicateurs en utilisant une norme nationale et ils utilisent plusieurs tableaux de bord. euh, ce qui sont en développement en ce moment. C'est pour ça qu'on m'a demandé d'être consultant et on est en train de recruter et d'aller chercher des sites pour faire les tests, voir comment le tableau de bord rend ces statistiques, surtout de Statistique Canada, surtout disponibles publiquement, avec des données personnalisées. Ce serait trop cher pour chaque municipalité de demander de façon individuelle, mais avec une organisation comme l'Institut de l'Ontario rural, ils peuvent faire une seule demande pour toute la province. Ça rend la chose beaucoup plus facile et efficace, plus simple. Dans les tests et les évaluations sur le terrain, ce qui a été très intéressant, c'est de voir le profil démographique des graphiques au niveau provincial, les différentes tranches d'âge, les profils démographiques au niveau de chaque région, dans chaque comté, dans chaque unité de recensement et dans chaque municipalité. On voit que le profil en région rurale nous montre que la démographie est beaucoup plus âgée dans ces communautés-là. Il y a des enjeux de main-d'œuvre, de marché de travail. Le profil économique qui a provoqué beaucoup d'intérêt, c'est le graphique, l'infographique qui a été très utile visuellement. 5 industries clés, 5 secteurs économiques clés par municipalité et mesurés par nombre de personnes employées dans ces secteurs-là et ces industries-là et comment ça a changé depuis 10 ans. Et ce qu'on voit très clairement, très évidemment, au début de la COVID et comment ça a changé l'économie dans beaucoup de ces villes. Donc, l'ordre des industries a changé. Il y a eu un vrai changement dans le nombre d'employés ainsi que les vacances. euh, les secteurs où il y a beaucoup de postes vacants et il y a des industries qui se remettent plus rapidement que d'autres. Donc, ça permet au conseil
et d'autres groupes. Je travaille historiquement avec des associations de constructeurs de maisons en région rurale et comment ils font face au changement de demande pour le type de logement. Et ensuite, on voit comment la population change. On peut faire des décisions plus intéressantes, comment on va s'approcher à la construction. L'autre élément qui est sur notre liste de vœux, de désirs, et ça ne marche pas très bien pour l'instant, c'est une version de ce que Sean a dit, le geofence, nous on appelle ça la communauté fonctionnelle, la région géographique qui ne reflète pas les frontières de la municipalité, mais qui soutient un certain que ce soit un centre d'achat, un hôpital. Donc, c'est une communauté fonctionnelle qui soutient cette infrastructure, ce lieu-là, mais ça dessert plusieurs municipalités. Donc, on essaie de voir comment rendre disponibles ces données-là pour comprendre quelle est la masse critique nécessaire pour bénéficier un groupe de municipalités. Donc, un zone de chalandise ou une zone de couverture. Une très grande municipalité régionale qui a 5 000 employés à temps plein et un village qui a seulement 1 000 personnes, 1 000 comme population. Comment ouvrir le magasin général dans le village? Donc, on parle de petites populations très isolées, très éloignées, avec des besoins très précis et une absence totale de transport en commun et un besoin de services sociaux qui répondent à une population dispersée. Donc, les données qu'on peut rendre accessibles et les infographies qui rendent l'information visuelle et compréhensible dans le projet dashboard, le projet tableau de bord de l'Institut, aident beaucoup ces communautés-là à faire face à ces défis. Merci beaucoup. Ça a été très utile. Il y a plusieurs points que j'ai beaucoup aidé. L'importance de renforcement des capacités, c'est un grand défi. Développement de programmes, comment mieux utiliser les données. Encourager vos clients de faire ce travail-là, ce n'est pas toujours facile. Il y a plusieurs secteurs. Je vais maintenant me tourner vers les questions du public. On parle beaucoup de données économiques. Une chose que j'ai vue dans ma carrière, Nelson a parlé de cela, les désastres naturels. Il y a eu des fonds après les inondations de Calgary. Comment allouer ces fonds-là à travers de différents programmes? La ville de Toronto aussi, on ferme des rues. Il faut donc offrir une compensation aux entreprises. Et il faut utiliser les données, encore une fois, pour faire ce travail. La relance après la COVID et tout le financement lié à cette relance-là. Nos panélistes ont parlé de comment allouer ces fonds et comment valider et mesurer le succès, le transport, les projets d'infrastructure, pas seulement le projet de la rue King, mais il y en a plein dans toutes les villes canadiennes. Donc, je vais passer maintenant le micro au public. En fait, je vais lire les questions dans votre discussion. J'aime beaucoup la première question.
Quel type de ressources financières sont disponibles pour aider les municipalités à accéder aux données et à en tirer parti pour la recherche et la validation? S'agit-il principalement de projets ou d'un financement permanent plus large? Est-ce qu'il y a des programmes? Est-ce qu'on est conscient de synergie entre programmes ou si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous voyez le potentiel ou la nécessité de ce genre de coordination-là? Oui, Kay. Oui, je suis absolument d'accord. Bien sûr, euh, le financement, c'est toujours un défi pour les municipalités. Il y a beaucoup de subventions qui ne mettent pas l'emphase sur la collecte de données et c'est souvent euh, cas par cas, projet par projet, et c'est pas un financement continu. Donc, nous, on a créé les indicateurs, mais ensuite, on ne pouvait pas trouver le financement pour utiliser ces indicateurs. Ça, c'est un aspect très important. Il faut pouvoir utiliser les données et on n'a pas pu le faire. Nous sommes une organisation à but non lucratif, mais nos BIA en Ontario, euh, ce sont les conseils locaux. Donc, il y a des limites par rapport à ces subventions. Donc, on complète un projet et ensuite, on ne peut pas avancer euh, parce que c'est basé sur les euh, projet. Donc, je suis absolument d'accord avec vous, David. Il faut avoir plus de financement au niveau opérationnel, que ce soit vraiment un financement qui dure à long terme c'est impératif pour nous tous pour faire fonctionner nos économies. Comme je l'ai dit dans la boîte de discussion, nos BIA, pardon, nos rues principales sont des endroits d'interaction humaine. Et nous devons renforcer ces interactions-là. Des fois, les données ne sont pas là. La COVID nous a fait réaliser jusqu'à quel point c'était limité ce contact humain. Donc, maintenant, on trouve que ce sont nos cafés, nos lieux de rencontre où on rassemble les gens. Comment quantifier, mesurer, qualifier les interactions humaines? C'est très difficile. Si je peux ajouter à cela, les projets que je vois répondent à la manque de financement pour les petites municipalités, les municipalités rurales, pour soutenir et améliorer l'accès aux sources de données. Donc, le projet de l'Institut de l'Ontario rural est un projet provincial, mais à Terre-Neuve, où c'est aussi un projet financé euh, au niveau de la province, les données sont fournies par de grandes organisations régionales qui ont accès à de plus grands financements et à des sources de données plus fiables qui ils peuvent les offrir ensuite à ces municipalités. Je suis là depuis suffisamment longtemps pour me rappeler d'époques où il y avait plus de programmes auxquels avaient accès les municipalités pour le renforcement des capacités. La plupart de ces programmes-là n'existent plus et s'ils vont revenir ou non, quelle est la volonté politique, je ne sais pas, mais je parle peut-être au moment où je ne devrais pas, mais il y a des données d'affaires, il y a la collaboration entre l'Association des chambres de commerce et l'unité des entreprises à Statistique Canada. Donc, c'est en dialoguant qu'on peut répondre à ces questions-là par rapport aux données, qu'on peut avoir accès à un financement significatif pour faire quelque chose au nom d'un plus grand groupe. C'est très difficile pour un individu ou un BIA ou une municipalité rurale de dire on va aller chercher une subvention, on va aller chercher les données tout seul. C'est très, très difficile. Ce sont les associations qui vont le faire.
Je suis très curieux de savoir comment les municipalités financent. C'est une chose d'aller chercher les données, mais ensuite, il faut l'analyser, le mettre en œuvre, l'analyser. Donc, comment est-ce que vous voyez cela dans les petites municipalités? Le financement va être un enjeu n'importe où, dans les grandes municipalités aussi. Donc, comment est-ce que vous voyez ces projets? Comment est-ce qu'on peut les financer? Qui les finance? Comment est-ce que cette relation-là peut être mieux utilisée? Oui. J'ai quelques connaissances sur comment les clients financent leurs projets, mais pas beaucoup parce que c'est le client, c'est son modèle d'affaires. Je peux vous parler de quelques projets. L'argent apparaît plus tard d'un gouvernement provincial. Ça vient en aval. On parle des ZAC, beaucoup des ZAC. C'est un financement qui vient de ces ZAC à Toronto. Il y a un bureau euh, des ZAC à Vancouver. Il y en a 22 ZAC. Donc, je ne sais pas comment ce financement-là est distribué. Typiquement, au secteur privé, au secteur public, c'est un budget pour faire des recherches. Souvent, je ne devrais pas dire souvent, je vois ça de plus en plus et je pense que c'est une façon intelligente de planifier pour un projet, c'est d'inclure un composant recherche et validation assigné partie du budget à ces tâches-là de recherche pour s'assurer qu'on prend les meilleures décisions par rapport au projet et ensuite de pouvoir valider, de prouver l'efficacité de la décision, que ça soit, vous voulez convertir une rue au centre-ville en rue piétonne, un corridor piéton, il y a un budget plus large pour cela et mettre de côté 5 à 10 du financement pour le dépenser sur les données pour soutenir le projet. Je crois pour moi, c'est de là que viendrait l'argent. Ça vient du budget que vous offrez. J'ai vu beaucoup de soutien au niveau provincial et fédéral pendant la pandémie, de l'argent qui était envoyé. Euh, Nous travaillons avec le Toronto Board of Trade qui a reçu beaucoup de financement du gouvernement fédéral pour faire des rapports sur l'impact économique dans 180 geofence, ces géoclôtures qu'on a établies à Toronto pour analyser les dépenses des consommateurs dans les différents quartiers de Toronto pendant la pandémie. Donc, c'est une question de prendre en compte le budget global et mettre de côté 5 à 10 pour la recherche et le dédier à aller chercher les données nécessaires. Merci beaucoup. C'est très utile pour du côté du transport aussi. On n'essaie pas, on n'essaie pas seulement d'aider avec la mobilité, de faire bouger les gens, mais nos conseils municipaux nous demandent beaucoup de questions, nos actes nous demandent beaucoup de questions. Euh, c'est très viable. On arrive à la fin de notre webinaire aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous. Le webinaire se trouvera sur le site web. Vous allez recevoir un lien quand ce webinaire est disponible. Merci à tous nos panélistes, à Nelson, Kay, Sean et Tom. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci.